Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder ensemble des thématiques d'actualité en réanimation. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le docteur Romain Derancy, expert de l'Airway, pour nous parler des algorithmes de l'intubation difficile en 2025. Merci docteur Derancy d'avoir accepté notre invitation et je commence tout de suite par une première question. Quels sont les leviers pour améliorer les algorithmes de l'intubation difficile depuis les dernières recommandations ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors en effet, les dernières recommandations sur la gestion de l'intubation difficile, elles datent de 2017. Donc ça fait quelques années déjà, et elles étaient elles-mêmes déjà une actualisation des recommandations de 2006. Donc entre-temps, il y a pas mal de choses qui se sont passées, avec notamment des recommandations sur l'Airway en réanimation une année après, en 2018. Et puis, comme vous le savez, la crise Covid est passée par là. Elle a secoué pas mal notre spécialité. Et puis, on s'est retrouvé aussi face à une rupture de matériel, de dispositifs médicaux. Et l'anesthésie réa n'a pas été épargnée par ça. Il y a un point important aussi, c'est qu'en 2022 sont sorties des recommandations sur les facteurs humains en santé. Ces recommandations, elles sont extrêmement importantes, extrêmement claires sur l'impact des facteurs humains en situation critique. Et il me semble qu'à l'avenir, il faudra les intégrer pleinement dans nos algorithmes de façon pratique. Je recommande à tout le monde de lire ces recommandations qui peuvent changer nos pratiques au quotidien. Et donc les leviers pour améliorer nos algorithmes, qui sont déjà très bons, c'est un levier essentiellement sur le facteur humain, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, parmi les leviers matériels, je dirais, il faut vraiment qu'on arrive à se poser la question de savoir si on élargit les indications de la vidéolaryngoscopie, parce que on en discutera, mais actuellement, les indications sont déjà larges, mais il reste encore une zone grise dans laquelle on utilise encore la laryngoscopie directe. Et puis enfin, un des leviers qui me semble important, c'est le levier de l'oxygénation. On a pour habitude dans nos spécialités de parler d'algorithmes d'intubation difficile. Or, il me semble important de rappeler que c'est surtout l'oxygénation qui prime et pas l'intubation. Et qu'il faut s'acharner à oxygéner son patient à chaque étape de la prise en charge. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Et en pratique, comment intégrer aujourd'hui les facteurs humains en santé dans la gestion des voies aériennes ? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vraiment la mise en place pratique de ces recommandations de 2022. Et on peut essayer de les intégrer à nos algorithmes. Alors, la première chose que je recommande moi, c'est d'abord de reconnaître les facteurs humains, c'est-à-dire d'accepter qu'on est tous soumis aux facteurs humains. Et on entend souvent par facteurs humains des choses négatives. On connaît tous l'effet tunnel, tous ces facteurs humains qui viennent perturber un peu notre pensée et nos prises de décision. Mais il ne faut pas oublier aussi que les facteurs humains, ce sont des facteurs humains qui sont la plupart du temps des facteurs humains positifs et qui vont nous aider. Et un des points essentiels, c'est la collégialité et la discussion avant de s'engager dans une prise en charge d'un patient qui aurait les voies aériennes difficiles à gérer, disons. Quand on regarde les deux algorithmes, en fait, de 2017, on se rend compte d'une chose importante, c'est l'algorithme de l'intubation difficile prévu et l'algorithme de l'intubation difficile non prévu. Finalement, ce sont les mêmes algorithmes. Il n'y a pas de différence en termes de matériel. Et quand on prend un peu de recul et qu'on analyse la situation, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui change quand on est dans l'algorithme de l'intubation difficile qu'on n'avait pas prévu, il y a deux choses. Un, c'est l'effet de surprise, qui est majeur. Donc là, les facteurs humains, ils sont à 300%. Et deux, c'est qu'on n'a plus la possibilité de mettre le patient en VS, puisqu'on est parti la plupart du temps, évidemment, sur une situation en apnée. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première chose à faire, c'est de se poser la question de la stratégie qu'on va employer. Et pour ça, il faut qu'on ait un raisonnement qui soit clairvoyant, et il ne faut pas être perturbé par des éléments extérieurs. Donc, ce que j'invite à faire, c'est de pouvoir faire, par exemple, un simple petit briefing avant une gestion prévue difficile des voies aériennes,
Ça peut se faire très simplement au chevet du patient, dans une salle de bloc opératoire, dans une chambre de réanimation. On sait qu'on va devoir induire le patient, on définit une stratégie, on la communique, on la valide et on définit les différents plans en cas de difficulté. Et en fait, les données de la littérature sont très claires sur le sujet. Toutes les quelques rares, bien heureusement, situations de cannot intubate, cannot ventilate, ce qu'on redoute tous, en fait, sont rarement des défauts de moyens. C'est toujours des défauts de prédiction et de planification. Donc l'intégration du facteur humain, elle peut se faire tout simplement par le briefing, un petit simple briefing, et puis aussi évidemment par le débriefing, qui peut, je tiens à le rappeler, être positif. C'est-à-dire il ne faut pas penser qu'un débriefing n'interviendrait que quand les choses se sont mal passées, mais bien au contraire, on peut faire des petits débriefings très simples pour se féliciter et féliciter l'ensemble de l'équipe pour la prise en charge. Et finalement, en situation de gestion des voies aériennes difficiles, quels conseils pourriez-vous donner pour garder le cap ? Alors, c'est important. Alors, la situation difficile, de gestion difficile, elle peut être prévue ou non prévue. En fait, il faut se rappeler un peu notre serment d'Hippocrate, c'est primum non nocere, quoi, entre guillemets. Il faut d'abord ne pas nuire. Et quand on détecte une situation qui, a priori, serait difficile, la première chose à faire, et ce qu'on nous a finalement assez peu enseigné, c'est d'éviter de transformer un danger en risque. Je m'explique. Un patient qui aurait les caractéristiques d'intubation difficile et de ventilation difficile, la question, avant même de savoir quel matériel on va utiliser, la question va être celle de savoir s'il faut vraiment faire l'intervention. Et la plupart du temps, quand on vient me poser des questions pour savoir si on pourrait utiliser telle ou telle technique, la première question que je pose, c'est quel est le bénéfice-risque de faire l'intervention avant même de se poser la question du matériel. Parce que les critères d'intubation difficile, a priori, c'est un danger, mais ça devient un risque qu'à partir du moment où on a besoin d'intuber les patients. Donc ça, c'est un point qui me semble fondamental. Et puis ensuite, c'est se préparer à être surpris. D'un point de vue facteur humain, on en a parlé, mais aussi d'un point de vue matériel. Et donc, on peut par exemple tout à fait se préparer de l'oxygénation apnéique avec des systèmes actuellement qui fonctionnent très bien. Je ne citerai pas de marque, mais de systèmes qui permettent de faire une préoxygénation au masque et instantanément avoir un relais par une oxygénation apnéique dès lors que le patient a perdu sa ventilation spontanée. Puis un point que j'aimerais rappeler à l'occasion de cette invitation à ce podcast, c'est que l'intubation difficile n'est pas une raison de ne pas ventiler au masque ces patients pendant la phase d'apnée. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est qu'on veut aller vite pour intuber. Et donc en fait, pendant la phase d'apnée, d'installation des drogues qui est obligatoire, qui dure la plupart du temps 1 minute, les gens ne ventilent pas au masque leurs patients. Donc il y a une interruption de l'oxygénation qui pourrait être délétère en cas de difficulté réelle d'intubation après. Et puis cet argument, il est d'autant plus fort que quand on regarde les données de la littérature, notamment les données qui datent un peu certes, mais ce sont les seules données qu'on a actuellement qui sont les plus robustes, c'est les données du NAPFOR au Royaume-Uni, qui montrent que la majorité des incidents liés à la gestion des voies aériennes sont liés à des problèmes d'intubation, mais qu'il est très rare que la ventilation au masque soit difficile. En résumé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'arrive pas à intuber, la plupart du temps, on arrivera à ventiler. Et enfin, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas confondre l'objectif et la stratégie. L'objectif, c'est toujours d'oxygéner. La stratégie, c'est le moyen qu'on va utiliser pour oxygéner. L'intubation est un moyen largement utilisé, mais il y en a d'autres. Voilà. Parlons maintenant un peu de vidéolaryngoscopie. À votre avis, les indications de la vidéolaryngoscopie doivent-elles être étendues et pourquoi ? Alors, à mon sens, la réponse est clairement oui. En fait, cette extension, elle représente finalement plus grand-chose en termes de recommandations, puisque quand on y réfléchit bien, à l'heure actuelle, la vidéolaryngoscopie est recommandée dans la plupart des situations. Et j'en veux pour preuve une recommandation de la SFAR qui date de 2025, qui est l'intubation en urgence hors bloc à l'hôpital et en extra-hospitalier, qui place en intra-hospitalier hors bloc la vidéolaryngoscopie en première intention.
Donc, en réanimation, on connaît les recommandations basées sur le score de Macocha. On connaît les recommandations quand le malade a un traumatisme cervical. Son intérêt dans l'anesthésie du patient obèse. Et donc, qu'est-ce qui nous reste dans l'intubation difficile, évidemment, en 2017, dès lors qu'on n'a plus que 2 critères d'intubation difficile. Donc, finalement, la question, ça revient à se poser la question de la vidéolaryngoscopie, de la VL, pour tous et tout le temps, hein, pour un patient ASA1 qui a aucun critère. Alors, moi, je suis très pour, c'est pas moi qui suis pour, c'est la littérature qui est pour. Et la littérature, elle est abondante sur le sujet. Il y a peu de domaines dans notre spécialité où on a une littérature si abondante pour lesquelles on n'a pas encore de recommandations, donc on espère que ça viendra. Mais je vous ramène à une dernière méta-analyse qui date de 2022 de l'équipe d'Ansel, qui montre clairement que quand on utilise un vidéolaryngoscope, on intube mieux, plus vite, en moins d'essais, et donc c'est favorable pour tout le monde, pour le patient évidemment, et pour les praticiens. Et en fait, pourquoi on a mis autant de temps alors que ça fait plus de 20 ans qu'on connaît les vidéolaryngoscopes? C'est parce qu'il nous a fallu du temps pour comprendre ce qu'était un vidéolaryngoscope. Dans les années 2000 jusqu'à, disons, 2015, toutes les études qui sortaient mélangeaient l'ensemble des vidéolaryngoscopes. Et puis on a compris qu'en fait, il y avait des vidéolaryngoscopes et que globalement, il faut différencier des vidéolaryngoscopes à lame MAC, donc normo-angulée, hein, la même angulation que les lames qu'on utilise historiquement, et puis les vidéolaryngoscopes à lame hyperangulée. Donc un vidéolaryngoscope à lame MAC peut devenir un vidéolaryngoscope à lame hyperangulée. Et puis il y a des vidéolaryngoscopes à lame hyperangulée qui ont un tunnel, on les appelle les channels, les tunnelisés, qui eux sont de fait hyperangulés. Et ce qu'il faut en fait, à mon sens, c'est mettre en place la vidéolaryngoscopie pour tous quand on n'a pas de critères d'intubation difficile avec une lame MAC. Et dès lors qu'on est face à des critères difficiles, soit prévus, soit objectifs, passer soit à une hyperangulation avec ou sans tunnel, qui nécessite obligatoirement l'utilisation d'un mandrin. Merci beaucoup. Il y a quelques années, c'était la pandémie de Covid. Ce qui m'amène à ma dernière question. Quel est l'impact des pénuries de dispositifs médicaux sur nos pratiques en matière de gestion des voies aériennes ? Ouais, c'est une bonne question. Alors l'impact, il est majeur en fait. Hein. Il est majeur. Quand vous regardez les données, si vous parlez avec vos équipes de pharmacie et ceux qui sont responsables des dispositifs médicaux, ça a été vraiment un raz-de-marée pour eux ces dernières années. Ça a été très difficile d'assurer la pérennité des dispositifs médicaux dans toutes les spécialités, mais aussi dans notre spécialité. Et avec le recul maintenant, puisque ça fait quelques années qu'on y est confronté, moi, je me rends compte que finalement, c'est peut-être une chance qu'il faut saisir. Alors, je m'explique. L'idée, c'est que on a vécu une période d'abondance très forte sur les dispositifs médicaux, et en matière d'airway, ça a été le cas. Et les industriels ont produit beaucoup de dispositifs médicaux pour nous aider. Hein, c'était évidemment leur intention, pour nous aider à gérer des situations difficiles. Mais ça a généré beaucoup de confusion aussi dans les algorithmes, et beaucoup de confusion dans le matériel qu'on utilise au bloc opératoire, dans les chariots d'intubation difficiles, en réanimation, en salle de réveil, etc. Et en fait, on se rend compte dans les formations qu'on fait actuellement que les questions, c'est vraiment des questions de clarification sur le matériel. Or, actuellement, on se rend compte qu'on peut faire face à toutes les situations de l'algorithme avec le matériel qu'on a, par exemple, dans une salle de bloc opératoire. Je m'explique en prenant l'exemple, par exemple, de 2 dispositifs médicaux. Historiquement, on a placé le fast track au centre des algorithmes, que ce soit en réanimation ou au bloc opératoire. Alors en réalité, c'était déjà marqué dispositif susglottique sur la recommandation de 2017, mais le fast track en faisant partie, les gens ont gardé beaucoup de fast track dans leur bloc opératoire, et ça se comprend. Mais le fast track, il est plus produit, ou alors il est produit en très faible quantité, et les sondes qui sont associées ne sont plus produites. Donc il y a l'ANSM qui a fait une note sur le sujet en disant qu'on ne pourrait plus intuber avec ces sondes, et qu'il faudrait essayer de trouver un dispositif alternatif. Et en fait, ce dispositif alternatif, il existe. Vous l'utilisez tous les jours et tout le temps. C'est le dispositif susglottique de seconde génération. Encore une fois, je ne citerai pas de marque, mais vous voyez de quoi je parle. Il y en a de plusieurs marques. Ce sont des dispositifs qui sont très intuitifs. Hein. En situation d'urgence, on a parlé du facteur humain. Si vous amenez un fast track à quelqu'un, la personne va vous regarder en disant « Mon Dieu, je dois mettre ce truc ». Elle va pas y arriver, ou difficilement, ou en plus longtemps. Si vous lui apportez un dispositif susglottique qu'il utilise tous les jours pour de l'anesthésie programmée, je vous assure qu'il va mettre le dispositif au bon endroit. Et après, s'il faut intuber, il suffit d'intuber à travers le dispositif à l'aide d'un fibroscope.
calmement, tranquillement, une fois que la ventilation est restaurée et que l'oxygénation est restaurée. Donc ça montre que finalement, probablement que la simplification des dispositifs médicaux, elle va nous aider à la fois dans la pratique, mais dans la prise de décision aussi. Et je terminerai sur un deuxième exemple aussi, qui est un exemple plus rare, qu'on redoute tous, mais on y sera probablement tous confrontés peut-être au moins une fois dans notre carrière, soit personnellement, soit pour aider un collègue. C'est la situation du cannot intubate, cannot ventilate. J'arrive pas à intuber mon malade, j'arrive pas à le ventiler par un masque facial, j'arrive pas à lui mettre un masque laryngé, et la désaturation est très rapide et il risque l'arrêt cardiaque hypoxique. À ce moment-là, il faut prendre une décision qui est lourde, qui est difficile, on l'imagine bien, mais il faut percuter la membrane intercricothyroïdienne et mettre un dispositif à l'intérieur pour pouvoir oxygéner et au mieux ventiler le malade. Et c'est là qu'en fait, les gens sont perdus la plupart du temps sur le nombre de dispositifs. Est-ce que je fais une cricothyroïdotomie? Est-ce que je mets un cathéter juste pour oxygéner? Est-ce que je fais du Manujet? Est-ce que je fais du Henk? Est-ce que je mets un kit de cricothyroïdotomie de Melker, etc. Et en fait, ce qui a été publié, ce qui est maintenant même décrit et recommandé dans les dernières recommandations de l'ASFAR 2025, dont on a parlé tout à l'heure, c'est 3 choses très simples. C'est un scalpel, un mandrin long béquillé et une sonde d'intubation de 6. Et avec ces 3 outils, vous faites une cricothyroïdotomie de qualité avec des chances de succès qui sont supérieures aux autres dispositifs. Vous avez protégé les voies aériennes, vous ventilez votre malade, vous avez une capno, une spiro et vous sécurisez vos voies aériennes. Donc finalement, cette pénurie de dispositifs médicaux nous a appris à rationaliser nos dispositifs et avoir une vision plus claire de la gestion de l'airway et plus limpide et pas simplement centrée sur les dispositifs médicaux. Merci beaucoup, Dr de Rancy, pour votre éclairage sur cette question d'importance majeure. Je remercie également tous nos auditeurs pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.